Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. D'accord. On parle de quoi ce matin? Ce matin, nous allons largement revenir sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal, qui a connu 5 jours d'émeutes suite à l'arrestation le mercredi 3 mars dernier d'Ousmane Sonko. Alors, Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais. Il est notamment le président du Parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF. Alors, il ne faut pas oublier que depuis le 3 février dernier, celui-ci est frappé d'une plainte qui a été déposée par une femme qui est hôtesse dans un salon de massage de Dakar. Celle-ci accuse le président du PASTEF de l'avoir violée à 4 reprises, la dernière étant le jour où elle a déposé sa plainte, notamment auprès du commandant de brigade, notamment de la zone de Dakar, d'une brigade dans la zone nord de Dakar. Alors, évidemment, donc très immédiatement, celui-ci a réagi dans un premier temps à travers son compte Twitter pour dire qu'il ne se reconnaissait pas il ne se reconnaissait pas comme étant l'auteur de ce viol, mais reconnaissait néanmoins, évidemment, avoir effectivement s'être rendu à plusieurs reprises dans ce salon de massage-là, parce que évidemment, il s'y rendait pour des massages au dos parce qu'il estime qu'il souffre généralement de problèmes de dos. Et il affirme que pour éviter justement toute suspicion par rapport à la manière dont il se tiendra avec les femmes, il affirme qu'à chaque fois qu'il se faisait masser, en dehors de la masseuse lui-même, il y avait 2 autres personnes présent dans la salle à chaque fois qu'il se faisait masser. Et donc, il a qualifié plutôt cette attaque comme étant un complot, ourdi notamment par le président Macky Sall, et à travers une tentative de liquidation politique avec l'objectif de l'écarter des élections présidentielles de 2024. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Ousmane Sonko était candidat à l'élection présidentielle de 2019 où il était arrivé en 3e position avec près de 15,65% des suffrages et surtout que c'était véritablement après Macky Sall et Idrissa Seck. Et donc c'était vraiment l'étoile montante de la politique sénégalaise, d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier qu'il est inspecteur des impôts de formation. Il a travaillé notamment à la Direction générale des impôts du Sénégal et à partir de 2016, il avait commencé à critiquer notamment les contrats que le Sénégal avait passés avec un certain nombre de pays concernant l'exploitation du pétrole et du gaz et il avait dénoncé un certain nombre de malversations en accusant notamment Macky Sall et les membres de son entourage d'être à l'origine de cette spoliation du pétrole sénégalais. Et donc, il faisait même l'objet d'une radiation de la fonction publique depuis 2016, mais cela ne l'avait pas empêché de créer son propre cabinet de conseil en fiscalité qui s'appelle Atlas, et cela ne l'avait pas empêché aussi déjà en 2014 de créer son parti politique, donc le PASTEF. Et donc, depuis 2017, il avait été élu député à Dakar. Et il avait notamment sorti 2 ouvrages dans lesquels, évidemment, il parlait de son expérience, de son vécu. Et il dénonçait notamment, comme je l'ai dit, un certain nombre de malversations à ses yeux, qui concernaient, évidemment, la manière dont les ressources pétrolières et gazières étaient notamment exploitées. Et donc, ce qui lui avait permis véritablement également de se faire connaître des Sénégalais. Et depuis 2017, il faut savoir qu'il avait notamment depuis 2019, il avait notamment entamé un certain nombre des tournées à l'extérieur, notamment en Europe, et à travers les réseaux sociaux, on avait vu qu'il avait véritablement obtenu du succès, puisque à chaque fois, il réussissait à rassembler des milliers de Sénégalais de la diaspora partout où il se rendait. Donc, depuis lors, il était devenu véritablement l'opposant numéro 1 de Macky Sall, et il n'avait jamais cessé ou arrêté donc d'accuser ce dernier de vouloir déjà asseoir une espèce de dictature au Sénégal et de le soupçonner même de vouloir un peu faire ce que Abdoulaye Wade avait fait en 2011, c'est-à-dire tenter de modifier la Constitution pour se présenter pour un 3e mandat. Alors,
évidemment, il faut savoir que les émeutes qui ont embrasé Dakar le 3 mars dernier, elles sont dues au fait que ce jour-là, Ousmane Sonko partait de chez lui pour répondre à la convocation du juge par rapport à la plainte qui avait été déposée contre lui pour viol et menace de mort par cette hôtesse qui travaille dans le salon de massage. Et dès que ses partisans avaient appris la nouvelle, ils se sont réunis massivement autour de son domicile et donc avaient décidé de l'accompagner vers le tribunal pour rencontrer ce juge. Donc les autorités policières ont estimé qu'il y avait un trouble à l'ordre public et l'organisation d'une manifestation non autorisée, et donc ils ont décidé d'arrêter Ousmane Sonko parce que la police avait estimé qu'il était à l'origine de cette manifestation non autorisée qui portait atteinte à l'ordre public. Et donc c'est au moment où la police a tenté, puisqu'ils vont l'appréhender, que cela évidemment va mettre le feu aux poudres le mercredi 3 mars dernier. Malheureusement, malgré la présence, une présence policière importante, les troupes vont également aller au-delà de Dakar et notamment aller atteindre certaines principales villes du Sénégal, dont Thiès et autres, et même jusqu'en Casamance, notamment samedi dernier, il y a eu même des troubles là-bas. Et donc, pour les opposants de Macky Sall, pour eux, c'est le fait que l'on interpelle Ousmane Sonko pour cette affaire de viol et de menace de mort, c'est la preuve que Macky Sall rebelote en quelque sorte sa volonté de à chaque fois tuer une personnalité politique qu'il estime être une menace pour lui. Tuer au sens figuré ou tuer sur le plan politique, parce qu'ils prennent deux exemples notoires. Ils disent Karim Wade par exemple, Karim Wade et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Donc pour eux, ces deux exemples-là montrent combien de fois, à travers des affaires judiciaires, Macky Sall parvient à mettre de côté ces personnalités-là et à les empêcher de participer évidemment à l'élection présidentielle en tant que candidat. Donc pour eux, cette affaire de complot et de viol dont est accusé Ousmane Sonko, c'est évidemment la preuve pour eux que Macky Sall revient encore avec les mêmes méthodes pour cette fois-ci empêcher une autre personnalité, une figure montante de la politique sénégalaise, de parvenir de participer à la prochaine élection présidentielle de 2024 et éventuellement de le battre à la loyale. Et ils en veulent également, et l'une des autres raisons, c'est évidemment que Macky Sall est perçu, notamment auprès de la jeunesse sénégalaise, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Ousmane Sonko est très très populaire auprès des jeunes. Il faut savoir que plus de la moitié de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Il est jeune. Hein? Il est jeune. Il a 46 ans. Il est très populaire donc chez les jeunes. Et il faut savoir que près de la moitié de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Et c'est justement les jeunes qui constituent l'essentiel des manifestants. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont les plus frappés par les problèmes de chômage, avec toutes les conséquences qui sont liées aux mesures sanitaires prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce sont les jeunes qui, pour la plupart, comme je l'ai dit, qui sont les plus frappés par le chômage, mais qui étaient aussi ceux qui, pour survivre, pratiquaient des métiers, notamment dans le monde de l'informel. Or, ces mesures sanitaires là aussi sont venues en quelque sorte mettre un terme à leurs activités, et donc pour la plupart, ils se retrouvent aujourd'hui sans ressources. Et donc ils accusent Macky Sall à travers sa politique de riposte sanitaire, non pas de répondre à une volonté de véritablement protéger les populations, mais plutôt de répondre à une espèce d'injonction qui lui viendrait notamment d'Emmanuel Macron, parce qu'ils estiment que le véritable instigateur de toute cette situation-là, ce n'est autre que le chef de l'État français qui tirerait les ficelles de ce qui se passe au Sénégal. Ça, c'est ce que les opposants disent. Ça, c'est ce que la plupart des jeunes qui ont été sondés expliquent. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien, l'essentiel des commerces, l'essentiel des entreprises, l'essentiel des investissements étrangers qui font l'objet d'attaques par les émeutiers, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur du pays, ce sont principalement des investisseurs français. Ce sont les magasins Auchan, ce sont les stations service Total, vous voyez, donc ce sont les entreprises françaises qui sont d'abord attaquées parce que ces manifestants-là, pas tous les Sénégalais,
Sénégalais, mais ces manifestants-là pensent que, évidemment, la France est en grande partie responsable de la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Et puis, évidemment, tout ça accentué par le ras-le-bol de plus en plus qui touche de plus en plus la jeunesse sénégalaise par rapport aux mesures sanitaires, même si le ministre de l'Intérieur sénégalais qui est passé hier à la télé a annoncé que dans les prochains jours, il y aurait évidemment un allègement des mesures sanitaires. Mais évidemment, le mal est déjà là, le mal est déjà fait, et d'autant plus que le Sénégal, qui était jusqu'à présent considéré comme un véritable îlot de stabilité, est aujourd'hui considéré comme véritablement un pays où la démocratie est menacée, selon les opposants, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la semaine dernière, le gouvernement sénégalais avait fait quelque chose d'inédit. Il avait suspendu pendant 3 jours 2 chaînes de télévision nationales parce qu'il estimait que ces chaînes de télévision-là manquaient à leur devoir sur le plan déontologique en matière de communication et de journalisme. Et donc, ça, évidemment, pour eux... La démocratie, c'est pas pour demain en Afrique. Voilà, donc pour Ils ont aussi Ils ont aussi une haute autorité de la communication. Mais bien sûr. Voilà. Donc, pour ils ont leur hack, parce que, hack du Sénégal. Donc pour eux, déjà, cet acte qui était totalement inédit, parce que depuis que le Sénégal a renoué... Il faut rappeler, ce n'est pas pour machiner la hack. On n'avait jamais vu... C'est juste pour demander quel est le service qui a sanctionné les télés. Donc, comme je disais que depuis que le Sénégal a renoué avec le multipartisme dans les années 90, on n'avait jamais assisté à une suspension d'un organe fût-il privé de communication. Aujourd'hui, exactement, qu'est-ce qu'on sait clairement de la situation? Alors, je veux dire, combien de décès il y a eu? J'ai vu des vidéos, j'ai vu des images, mais qui restent quand même assez difficiles à dater et assez difficiles à situer. Aussi parce que l'actualité du Sénégal est très difficile à suivre, parce que dans les posts qu'il y a sur Facebook, ils ne sont pas toujours en français. Donc, si ce n'est pas des informations... Voilà, si ce n'est pas des informations officielles, sur des sites internet, tu ne peux pas vraiment capter. Il y a certains blogueurs sur Instagram qui disaient que la présidence de la République sénégalaise ne s'était toujours pas exprimée sur la question et n'avait pas donné le nombre exact de morts. Il y a des gens qui parlent de dizaines, d'autres parlent de 2, juste, d'autres parlent de 5. Par rapport aux émeutes, là? Oui, par rapport aux émeutes. Bon, selon les chiffres officiels jusqu'à hier, le gouvernement reconnaît 4 décès sur l'ensemble du territoire. Les civils? 4 décès des civils. Maintenant, évidemment, il y a à peu près 35 interpellations, mais d'autres interpellations vont suivre, selon les propos tenus par le ministre sénégalais de l'Intérieur. Et évidemment, les opposants estiment qu'il y a plus de morts et il y a eu plus d'interpellations que les chiffres. Les opposants dans tous les pays sont toujours en train d'estimer. Ils n'ont jamais des chiffres exacts. Mais c'est ça, ils sont toujours dans la rumeur. C'est quelle qualité d'opposition? Sinon, ils ne s'opposent pas. On dirait Jean-Paul, est-ce que les Bah, opposants sont derrière Ousmane? Pardon? Est-ce que certains opposants sont derrière Ousmane? Il faut savoir qu'il y a une grande partie. Ousmane Sonko a su maintenant, à travers cette histoire-là, rassembler au-delà même de son propre parti politique. Parce que, même si nous sommes en pleine journée de défense des droits de la femme, je reconnais la présomption d'innocence à Ousmane Sonko et je reconnais aussi le droit pour l'hôtesse de, évidemment, revendiquer si, évidemment, elle estime qu'elle a été agressée sexuellement. Sur ce plan-là, c'est assez difficile. C'est devenu la norme pour écarter les hommes politiques. C'est difficile, évidemment, d'apporter la preuve que cette jeune dame a véritablement été agressée par Ousmane Sonko. Le procès est prévu pour quand? Le procès n'a pas encore été fixé. Il a passé sa nuit d'hier à aujourd'hui. Il sera libéré. Les autorités judiciaires l'ont dit, sa garde à vue va prendre fin aujourd'hui, après qu'il ait rencontré le juge ce matin. Donc une fois qu'il aura rencontré le juge, il sera placé en liberté provisoire. Étant donné les dégâts que son interpellation a causés, je ne pense pas qu'il soit judiciairement sage de le maintenir en détention. D'autant plus que cette affaire-là a dépassé largement le plan judiciaire pour s'être pleinement être intégré dans le plan politique, dans le volet politique. Donc, pour les autorités sénégalaises, il faut faire retomber la tension et cela passera par le fait que celui-ci soit libéré sous condition et évidemment, il devra rester à la disposition de la justice, d'autant plus que Ousmane Sonko, depuis le 26 février, son immunité parlementaire avait été levée au niveau de l'Assemblée nationale, donc il est devenu injusticiable comme les autres et donc il reste à la disposition de la justice. Mais lui, évidemment, il continue
continue de faire savoir par l'entremise de ses avocats qu'il va se battre jusqu'au bout, pour rétablir la vérité dans cette affaire et surtout laver son honneur et surtout, là en ligne de mire, c'est pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Tu penses de que si on le 2024. libère aujourd'hui ou demain, les manifestations vont cesser Bien sûr. directement? Les manifestations ont déjà fortement baissé en intensité parce que 5 jours de manifestation, c'est beaucoup, c'est long même, c'est très long. Les dégâts pour le moment ne sont pas encore chiffrés, mais on sait que ce sont des centaines de millions de francs, voire même des milliards de francs CFA de dégâts en équipement, en infrastructure. Et ça, évidemment, ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal, parce qu'il faut savoir que si un pays n'est pas considéré comme stable, eh bien, il ne va pas attirer les investisseurs étrangers. Et donc, ce qui avait toujours fait la force du Sénégal, c'est que en dehors des échauffourées que l'on avait observées en 2011, à la fin du deuxième mandat d'Abdoulaye Wade, eh bien, depuis lors, le pays était redevenu un véritable îlot de paix. Et en 2010, pour preuve, en 2019, les élections présidentielles de 2019, s'était passé sans qu'aucun incident n'ait été signalé, sans qu'il n'y ait eu de contestation de la victoire, de la réélection du président sénégalais, donc Macky Sall. Donc tout ça avait conforté, si tu veux, l'image que le Sénégal est véritablement un havre de paix et un îlot de stabilité. Et ça, c'était particulièrement intéressant pour les investisseurs étrangers, dont le Sénégal était l'un des principaux capteurs en matière d'investissement. Or là, évidemment, avec ce qui s'est passé, il est clair que l'image du Sénégal a été écorchée. Maintenant, on attend ce que ça va donner par la suite, mais évidemment, dans des histoires de viol, pour la plupart des Sénégalais, enfin pas la plupart des Sénégalais, pour les partisans d'Ousmane Sonko, les hôtesses qui travaillent dans les salons de massage sont parfois un peu assimilées à une espèce de forme de prostitution, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc pour eux, c'est justement là où ils estiment qu'il y a véritablement peut-être un complot et que cette affaire, c'est une affaire montée de toutes pièces pour essayer de disqualifier des futures élections à venir au Sénégal. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Darfresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Darfresh Morning.